Bonsoir à tous et bienvenue. Le 4e pont sera-t-il prêt à usage avant la fin de l'année 2022? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier ce jeudi. Il exhorte à la célérité des travaux. 700 millions de francs CFA remis aux éleveurs impactés par la grippe aviaire, une enveloppe en guise d'indemnisation afin de leur permettre de rebondir après cette difficile épreuve. Et puis les dirigeants de la CEDEAO sont à Accra. Pas de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso, mais une invitation à décliner rapidement un chronogramme pour des élections démocratiques. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier poursuit sa mission de contrôle sur les différents chantiers en cours. Ce matin, il était sur le chantier du 4e pont afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qu'il espère terminer d'ici la fin de l'année. Nadja Eja, Fujanski Siedou. Long de 7,2 km, le 4e pont reliant la commune d'Adjamé à celle de Yopougon et à Tékoubé, initialement prévu pour être livré en août 2020. Après 30 mois de travaux, est encore en chantier. Un retard à corriger dans les meilleurs délais, comme indiqué par le chef de l'État. Lors du message à la nation, donc en fin d'année, le président de la République a annoncé que ce pont devait être terminé pour cette fin d'année. Donc il était normal que nous puissions venir avec l'ensemble de nos équipes, venir voir l'état d'avancement des travaux. Nous repartons satisfaits, mais nous restons quand même très vigilants pour que la tenue des délais soit assurée. Outre cet aspect, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a invité les entreprises en charge de la construction à prendre les dispositions nécessaires pour éviter des accidents qui pourraient nuire à l'avancement des travaux. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement qui est très sensible à tout ce problème de sécurité, d'hygiène, sécurité et environnement sur les chantiers. Donc nous sommes venus voir l'entreprise pour leur demander de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il y ait d'accidents, pour ne plus qu'il y ait de morts. Nous voudrions vraiment rassurer nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, pour leur dire que l'État a pris ses responsabilités. Nous sommes venus leur porter ce message très fort, qu'ils nous fassent confiance. Nous allons donc veiller à ce qu'il y ait le moins d'incidents possible sur nos différents chantiers. Avant le 4e pont aujourd'hui, Amédée Kouakou a constaté hier l'avancement du poste à péage de Grand Bassam, réalisé à 98%. 700 millions de francs CFA, c'est le montant de l'indemnisation remis à une centaine d'éleveurs ce jeudi. Des éleveurs qui ont été touchés en août dernier par l'épidémie de grippe aviaire. Une enveloppe qui leur permettra de rebondir après l'abattage de leur cheptel. Mardoché Kouassi, Tanguy Kona. Taïe Babi est éleveur à Modeste, près de Bassam. En août dernier, il a vu tout son cheptel être détruit par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques. Un abattage sanitaire pour éviter l'extension du foyer de contamination de la grippe aviaire qui s'est déclenchée à Mondoukou, commune de Bassam. Il y a des services vétérinaires qui sont arrivés un bon matin. Ils nous ont fait savoir que la zone commençant par Mondoukou jusqu'à Bassam a été déclarée zone rouge. Zone rouge, pourquoi? On dit non, il y a une épidémie de grippe aviaire qui frappe les poulets. Ils sont partis. Un mois après, ils sont revenus avec les corps habillés et ils ont abattu les poulets. Plus de 5 mois après, 150 éleveurs touchés par cette opération d'abattage sanitaire sont indemnisés. Objectif, donner un souffle nouveau aux éleveurs sinistrés ainsi que relancer ce secteur hautement stratégique pour le pays. C'est un nouveau départ qui doit se faire dans le respect strict des précautions sanitaires. Chers bénéficiaires, cette compensation financière est un soutien de la part de l'État pour vous aider à reprendre vos activités pour le développement de la filière et assurer vos moyens de subsistance. Je vous invite donc à faire un bon usage de cette aide financière et à vous remettre au travail dans le strict respect de la réglementation et des règles de biosécurité. Ce sont au total près de 700 millions de francs CFA qui ont été remis à Babi et à ses collègues qui retournent à leur ferme pour redonner vie à leur activité mise en veille par cette pandémie de grippe aviaire. Déjà, c'est bienvenu. Le gouvernement nous a apporté un soutien qui, vraiment aujourd'hui, nous encourage à œuvrer même pour l'entrepreneuriat dans le domaine de l'élevage. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que ça va nous permettre de reprendre encore nos activités. Parce que depuis août, on est sans activité. Bon,
c'est un coût pour beaucoup de personnes, dont moi-même. Donc aujourd'hui, avec le ministre, on a reçu nos chèques. Vraiment, c'est la joie pour tout le monde. La filière avicole en Côte d'Ivoire, c'est plus de 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 200 000 emplois, dont 70 000 emplois directs et 130 000 emplois indirects. Cette filière joue aussi un rôle important dans l'amélioration de la sécurité alimentaire avec un cheptel actuel de 79 657 688 têtes de volaille et une production de 66 023 tonnes d'œufs. Et puis, nous allons assouvir nos désirs d'évasion avec cette découverte de Jacquesville, une cité balnéaire à laquelle on ne pense pas forcément. Et pourtant, elle regorge de paysages paradisiaques. Depuis la construction du pont Philippe Grégoire-Yassé, elle est en plein développement et est même annoncée comme la nouvelle destination touristique. Le reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Le chant paisible des vagues, une étendue de sable, des cocotiers, la mer à perte de vue. Nous sommes à Jacquesville, une destination touristique de plus en plus prisée. Shooting photo pour un anniversaire, baignade entre amis, ambiance festive. Jacquesville a de quoi conquérir le cœur de ceux qui la découvrent. C'est ma première fois aujourd'hui. Ils ont des vraies plages, puis il y a du monde, l'accueil aussi. Je suis avec ma famille, mes frères et sœurs et ma mère. C'est notre toute première fois à tout le monde. Jacquesville, ça sort de l'ordinaire, on n'entend pas ça plus souvent comme ça. J'ai fêté le plus beau anniversaire du monde, sincèrement. Du potentiel naturel entraîne le dynamisme de l'activité touristique. Notre activité est croissante, bien évidemment, sinon on ne serait pas en train de s'agrandir, en train d'évoluer. On est toujours obligé de s'inventer. Jacquesville, au-delà des plages, c'est aussi ses maisons ancestrales. Voici une richesse. Ça, c'est un bien. Et quand vient l'heure du déjeuner, on découvre des restaurants au concept particulier. Mais je ne peux pas quitter Abidjan pour venir d'un restaurant encore climatisé, alors qu'il y a la nature qui est autour de nous. Aujourd'hui, on cherche que la nature, de lait, puis... C'est dans l'un de ces restaurants villages que se sont retrouvés ses amis, loin du tumulte de la capitale abidjanaise. Une première visite pour la plupart d'entre eux. J'en ai parlé déjà avec les membres du groupe. Nous allons revenir à Jacquesville pour découvrir d'autres endroits. Parce que j'avoue qu'on n'est pas allé suffisamment dans nos endroits. Bon, pour nous, c'est encore du cachet. Face à l'activité touristique galopante, s'oppose le manque d'infrastructures hôtelières. L'activité touristique est en plein essor à Jacquesville. De plus en plus de demandes. Il n'y a d'ailleurs pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez de lits. Les week-ends, c'est souvent embouteillé. Quand vous avez les fériés, on n'en parle pas. Une porte ouverte pour les opérateurs économiques qui veulent également apporter leur pierre à l'édifice pour le rayonnement du tourisme dans la localité. Si tu veux venir passer un week-end, il faut réserver l'hôtel à partir de lundi. Depuis qu'on peut faire le pont, tout le monde commence à venir vers Jacquesville. Chaque ville pourra même plus supporter tout ce monde qui arrive parce qu'avec l'autoroute que les gens sont en train de faire, je pense que Jacquesville sera plus fréquenté. Jacquesville est fréquenté. C'est vraiment une bonne zone touristique. Comme cet homme d'affaires, ce couple a décidé d'investir dans la promotion du tourisme local en mettant en lumière via les réseaux sociaux les merveilles les plus insoupçonnées de la ville. Il n'y a pas beaucoup de pubs qui se fait autour de Jacquesville. C'est comme ça que l'idée m'est venue de créer le groupe et faire connaître la ville. On a la lagune, on peut dire d'abord la mer. Il y a des endroits en bordure de lagune avec des animaux, des cages dans les arbres. On a l'île aux pigeons. Ancien comptoir colonial, Jacquesville est situé à 60 km à l'ouest d'Abidjan. Ses plages, sa nature, ses maisons ancestrales en font incontestablement l'un des endroits à visiter. La journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est demain. Pour l'occasion, le CNRAO fait le bilan de ses activités et invite à tous les malades de Côte d'Ivoire à s'y rendre, quelles que soient leurs conditions sociales. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. Judith et Amblard souffrent d'un cancer, mais leur état de santé s'améliore de jour en jour. Cette amélioration, elles la doivent à leur prise en charge par les services du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, ouvert au public en 2018. Je n'avais même pas d'argent. Et on m'a dit comme ça que je devais payer. J'ai dit, mais je n'ai pas l'argent. On dit non.
que vous pouvez faire votre consultation et puis la prochaine fois vous allez payer. Waouh! On peut faire ça en Côte d'Ivoire. Ce que je pourrais dire à tous ceux qui ont encore peur, c'est de mettre cette peur de côté et puis de venir voir les médecins qu'il faut, se faire dépister ou se faire diagnostiquer et puis continuer, en tout cas aborder les traitements qu'il faut. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée chaque 4 février, le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, première responsable de cet établissement spécialisé, rassure quant aux moyens de prise en charge des cas de cancer au plan national. Le cancer est une maladie grave, mais qui pendant longtemps était une fatalité. Mais aujourd'hui, le cancer n'est plus une fatalité parce qu'il se guérit de mieux en mieux. Et il existe des situations où on sait que le cancer ne peut pas guérir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où quand on dit que le cancer ne peut pas guérir, ça veut dire systématiquement qu'on va en mourir. Quand le cancer ne peut pas guérir, l'évolution de la médecine a permis aujourd'hui de transformer le cancer en maladie chronique comme le diabète, comme l'hypertension, c'est-à-dire des maladies avec lesquelles on vit. Les 3 particularités, c'est d'abord un plateau technique avancé. La deuxième particularité, c'est l'organisation et des activités innovantes, c'est-à-dire une organisation innovante et des activités innovantes, le tout par des ressources humaines compétentes. C'est le deuxième volet qui caractérise cet hôpital. Et le troisième volet, c'est l'accessibilité financière. À en croire le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, 20 milliards de francs CFA seront investis pour un accès au traitement des malades du cancer dans les 5 prochaines années. Ce qui vient de se passer est vraiment triste. Ce sont les mots du président bissau-guinéen après le putsch manqué de mardi. De retour sur les lieux de l'attaque, Umaro Sissoko Embalo appelle le peuple à faire confiance à la justice afin de retrouver les commanditaires de ce coup d'État qui a occasionné la mort d'au moins 11 personnes, dont 4 civils. Pierre Dipomela. L'armée de Guinée-Bissau a lancé au lendemain du coup d'État manqué une vaste opération de ratissage et une enquête ouverte ira jusqu'à son terme pour mettre à nu les commanditaires. C'est ce qu'a indiqué le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque meurtrière menée par le commando qui voulait attenter un coup d'État. Entouré de militaires, notamment des officiers supérieurs, le président Embalo a invité les Bissau-Guinéens à faire confiance à l'enquête en cours. Cet acte a été commis par un groupe de bandits qui voulaient prendre le pouvoir sous les ordres d'un autre groupe comme eux. Écoutez, je suis ici avec tous les chefs militaires, y compris le chef d'état-major par intérim. C'est juste pour vous dire que ce qui vient de se passer est vraiment triste. Cet acte fera à nouveau parler de la Guinée-Bissau dans le monde entier. Je ne pense pas que cela nous rendra dignes. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est pour ne pas interrompre l'enquête en cours, qui est gérée par le ministère public, qui se fera en toute transparence. Je veux que les gens arrêtent la provocation. Il faut arrêter avec les provocations d'autodéfense. Jusqu'à présent, personne n'a été inculpé. Nous devons faire confiance au comité d'enquête et à notre justice. 11 personnes sont mortes, des jeunes innocents qui sont morts pour défendre la cause que tous les Guinéens ont choisie. La vie a progressivement repris son cours normal dans la capitale Bissau. Les commerces et les banques ont rouvert, mais les militaires patrouillaient dans toutes les grandes artères de la ville. Le bilan de l'attaque fait état de 11 personnes tuées et de nombreux autres blessés. Et puis les dirigeants de la CEDEAO sont à Accra. Ils ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir. Toutefois, il a été demandé au nouvel homme fort de Ouagadougou de proposer un chronogramme clair et rapide pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne bougez pas. Dans un instant, Sans réserve, excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.